Les députés à l'Assemblée nationale ont approuvé en fin de semaine dernière le projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Ce projet de loi de finances pour l'année 2025 est projeté en recettes et en dépenses à 2250 milliards de francs CFA. Le projet a enregistré une hausse de 71 milliards de francs CFA puisqu'initialement il était de 2179 milliards de francs CFA, soit 3,3%. Pour ce vote de la loi de finances rectificative, le gouvernement se donne de véritables moyens d'action selon le ministère de l'Économie et des Finances. Pour rappel, les lois de finances rectificatives ont pour objectif de modifier la loi de finances de l'année. Ainsi, le réaménagement de la loi de finances initiale est justifié par une augmentation des recettes non fiscales et des appuis budgétaires, sans oublier l'augmentation des dépenses d'acquisition de biens et services, entre autres. Rappelons que pour l'année 2024 qui s'achève, le budget s'équilibre en ressources et en charges à 2166 milliards de francs CFA. Le Togo n'est pas arrivé à passer la barre de la moyenne en ce qui concerne la gouvernance économique courant 2024. C'est ce que révèle le récent rapport de World Economic Governance Index 2024. Le Togo est classé dans le grade D, représentant la catégorie des pays pauvres. Sur un total de 100, le Togo a obtenu 37,8, une moyenne largement en dessous de la moyenne. Dans les détails, il a obtenu 20,3 sur 100 pour son niveau de corruption, ce qui signifie que la corruption est la carie de la gouvernance économique du pays. Pour l'état de droit, le Togo a obtenu 33,9, 43,7 pour la liberté de presse et 40,5 pour les droits politiques. World Economic Governance Index présente une évaluation des pays en fonction de leur performance en matière de gouvernance en se basant sur des critères essentiels pour mesurer la qualité des institutions et la gestion publique. Parmi ces critères, on trouve le niveau de corruption, l'état de droit, la liberté de presse, puis les droits politiques. Ainsi, le classement est dominé par le Danemark qui a obtenu 98,8 avec 100 sur 100 en indice de corruption. La Libye, par contre, se retrouve au bas de l'échelle avec 14,2 de moyenne. Ce classement a révélé aussi qu'aucun pays africain ne se trouve dans le grade A représentant les pays les mieux gouvernés. Seule l'île Maurice est arrivée à se tailler une place dans le grade B. Il partage ce grade avec d'autres pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud. Dans le but de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le vivre ensemble, le président de la République, suite à un décret, a accordé une libération à 1064 détenus en fin de peine recensés dans toutes les prisons du pays. Cette grâce vient donc contribuer non seulement au désengorgement des prisons qui accueillent actuellement plus de 2000 personnes détenues, soit environ 3 fois sa capacité initiale, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des détenus restants, tout en promouvant une gestion pénitentiaire plus efficace. Suite à cette libération, une question reste posée. Que deviennent ces détenus après leur libération ? En effet, les prisons sont souvent considérées comme des institutions qui punissent les criminels en les privant de liberté. La sortie d'une personne détenue demeure à cet effet préoccupante. Les détenus libérés font souvent face à des difficultés et parmi ces difficultés on peut citer la réadaptation à la vie du dehors, l'accès complexe aux services sociaux et sanitaires de droit commun, les discriminations dans l'accès à l'emploi. Le sortant subit et intériorise le stigmate et à cela s'ajoute également l'accès au logement, le problème de santé mentale et surtout le risque de récidive où les individus retournent en prison en raison de leur incapacité à s'adapter à la vie hors de la prison. Face à ces problèmes, la question est de savoir, y a-t-il un suivi adéquat pour ces 1064 détenus libérés ? Pour ainsi accompagner des détenus à se réinsérer dans la société, le Centre de solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus, SMPDD, prévoit récupérer 43 détenus, dont 7 femmes, pour les héberger dans son centre de transit des ex-détenus. Ces derniers auront ainsi à apprendre des métiers et seront également suivis pour leur autonomisation. What is wrong with the reports? C'est l'intitulé d'une étude du collectif Reportica
qui dénonce le caractère subjectif de tous les classements mondiaux faits par Reporters sans frontières et Transparency International sur le niveau de corruption des pays, la liberté d'expression, la qualité de gouvernance ou encore la perception du bonheur. Selon Reportica, tous ces rapports souffrent en commun de biais et de lacunes méthodologiques. Plusieurs classements, notamment le World Press Freedom Index de Reporters sans frontières, Corruption Perceptions Index de Transparency International ou encore le World Happiness Report reposent en grande partie sur des enquêtes d'opinion ou des perceptions subjectives et partielles. La plupart de ces notations ont également en commun l'utilisation des méthodologies universelles qui ne tiennent pas en compte les contextes locaux comme les différences culturelles, sociales, économiques ou politiques. Reportica estime que le World Press Freedom Index est influencé par la perception des répondants que par des données objectives. Pour le Corruption Perception Index de Transparency International, les évaluations reposent sur des enquêtes auprès des leaders d'opinion, ce qui reflète des perceptions subjectives plutôt que des faits vérifiables. Le World Happiness Report est aussi critiqué pour sa dépendance des perceptions subjectives, des biais en faveur des pays développés, son incapacité à refléter les inégalités locales et sa définition restrictive du bonheur qui ne prend pas en compte les différences culturelles. La nouvelle année approche, mais à Goma, la joie habituelle des fêtes est absente. La guerre qui dévaste l'est de la RDC a plongé cette ville dans une sombre inquiétude, assombrissant les préparatifs du Nouvel An. Joséphine Kaindo est mère de 4 enfants. Les fêtes sont là, mais nous autres n'avons rien vu. Une fête durant la guerre, une avec plusieurs problèmes. Nous ne savons pas ce que nos enfants vont manger ni porter. Nous regardons juste d'autres personnes passer, mais nous ne savons rien des fêtes. Le marché central de Goma, habituellement animé à l'approche du Nouvel An, est plongé dans une tristesse. Les étals de produits sont presque vides. Les vendeurs luttent pour attirer les rares clients qui passent. Depuis le matin jusqu'à présent, je n'ai rien vendu, juste 2000 francs. Partout où l'argent provenait, Massissi, Rutshuru, toutes ces parties de l'intérieur qui amenaient l'argent ici en ville. Et depuis qu'il y a la guerre dans ces zones, on n'a plus accès à l'argent. L'impact de la guerre sur l'économie locale est considérable. Ce professeur analyse la situation. Ces produits vivriers se font rares. Avec la loi de l'offre et de la demande, la tendance de prix est de pouvoir augmenter. Et lorsque le prix augmente, c'est le pouvoir d'achat qui se détériore, qui diminue. Non seulement cela, il y a aussi d'autres personnes qui vivent à partir de petits commerces. Alors que la guerre continue de faire rage, les habitants de Goma se préparent à un nouvel an sous le signe de l'incertitude. Le seul cadeau qu'ils souhaitent recevoir est une paix durable. Le week-end dernier, lors d'un entretien téléphonique entre le président du Rwanda et de la RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le Rwanda et les M23 à la cessation des hostilités et au retrait de leur position en RDC. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Des lits vides, un centre de soins à l'arrêt. Le centre de traitement de la drépanocytose à Kinshasa est touché de plein fouet par la grève des médecins. Depuis jeudi et l'annonce de la radicalisation du mouvement par le syndicat national des médecins de République démocratique du Congo, la situation a empiré. On gérait que les urgences. Maintenant, là, le SINAMED vient de déclarer la grève radicale. Nous, le médecin du SINAMED, nous serons encore en grève. Même dans les urgences, on ne va plus travailler. Combien plus forte raison, nos malades seront encore exposés. Et surtout, nous, ici, nous prenons en charge les drépanocytaires. C'est l'unique centre étatique, l'unique centre de l'État qui prenne en charge les drépanocytaires. La drépanocytose est une grave maladie du sang, une forme d'anémie qui peut être fatale et se manifeste souvent dès l'enfance, d'où l'importance d'un bon accueil hospitalier. Il y a des malades qui sont alités, qui sont restés à l'hôpital parce que c'était des cas très urgents.
qu'on devait prendre en charge comme cet enfant. Il a fait en coma plus d'1 mois. Il y a quand même une bonne évolution, mais malgré la grève est venue, on sera obligé de les faire sortir pour aller dans d'autres structures. Pendant que ce sont des drépano et l'air hôpital c'est ici, mais on n'a pas le choix, on doit les laisser partir. Pour les membres de la famille qui veillent en permanence sur l'enfant, c'est un crève-cœur, d'autant qu'ils sont souvent impuissants. Ainsi, Mamie Pelé Mpoko s'inquiète. L'enfant malade doit être alimenté par une sonde, mais les nutritionnistes sont en grève. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Même situation un peu plus loin, c'est Sophie Kitoko qui s'inquiète car son enfant a fait de la fièvre, mais personne n'a pu lui donner les médicaments qu'elle avait apportés. Que l'État réponde aux revendications des médecins, qu'il les paye pour que la grève soit suspendue, parce que les enfants ne sont pas pris en charge à cause de cette grève. Le syndicat national des médecins, ou SINAMED, exige le paiement de paie complémentaires et de certaines primes. Il affirme que c'était une promesse du gouvernement. Ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote de N'Djamena, ambiance calme et peu d'affluence. Un peu plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ces élections triples, législatives, provinciales et communales, dont certaines avaient été reportées à plusieurs reprises ces dernières années. Nous les Tchadiens, ce que nous voulons, c'est la paix. On vote aujourd'hui et que si nous avons des représentants qui doivent apporter nos voix auprès du président de la République pour un changement de la population. C'est ça le motif qui nous a motivés aujourd'hui pour venir voter ce matin. On souhaite bonne chance à tout le monde et que les gens qui ont voté, on souhaite vraiment qu'ils nous font de bons travail, une Tchad meilleure, Tchad d'avenir, une nouvelle page, Inch'Allah, que le Tchad va changer avec cette nouvelle équipe. Le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a lui aussi voté aux environs de 7 h du matin, heure locale. Ces élections ouvriront la voie à l'ère de la décentralisation tant entendue et voulue par le peuple tchadien. Elle sera effective. Ces élections marquent la fin de 3 ans de transition politique, mais elles sont boycottées par une partie de l'opposition qui les juge jouées d'avance et qui avait appelé les électeurs à rester chez eux. Pour ces élections, nous avons fait plusieurs propositions au gouvernement par rapport à un certain nombre de conditions pour que nous puissions participer. Et du côté gouvernement, les gens ont choisi de faire silence radio. C'est comme ça que nous avons décidé de boycotter ces élections. Les résultats provisoires devraient être annoncés d'ici le 15 janvier prochain. Dans sa ferme à Isabel Fashen El Sharkeya, au sud de l'Égypte, Mohamed Issa conditionne des déchets de vaches. L'agriculteur de 43 ans est l'un des nombreux fermiers ayant récemment installé des unités de production de biogaz et d'engrais organiques. L'unité de biogaz nous est bénéfique à la maison et au champ. Elle a réduit notre consommation de bouteilles de gaz. Avant, j'achetais 4 bouteilles par mois, chacune à 3,3 $. Aujourd'hui, je n'en achète qu'une seule par mois. Par conséquent, l'unité me permet d'économiser environ 9,8 $ et elle me fournit également des engrais organiques que j'utilise dans les champs pour nourrir ma culture de pommes de terre. Ces unités transforment le fumier du bétail en combustible à usage domestique, une alternative écologique au gaz butane devenu trop cher. Jusqu'à présent, nous avons un peu moins de 5000 unités de biogaz domestique, ce qui ne représente qu'un demi% du potentiel de l'Égypte. Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment un manque de financement. Nous avons également besoin d'un système complet pour sensibiliser les gens à l'importance des unités de biogaz et à leur rôle dans la résolution des problèmes énergétiques de l'Égypte. En Égypte, près de 10 millions de ménages utilisent encore des bouteilles de butane subventionnées en attendant d'être connectés au réseau de gaz naturel.
L'ancien président américain Jimmy Carter est décédé à l'âge de 100 ans après avoir passé plus d'1 an en soins palliatifs. Après avoir célébré son 100e anniversaire le 1er octobre dernier, il avait réalisé son vœu de vivre assez longtemps pour voter en faveur de Kamala Harris lors de l'élection présidentielle. Originaire de Géorgie, la mort de son père en 1953 le force à rentrer à plein pour s'occuper de la ferme et de l'exploitation de cacahuètes de la famille. Il devient gouverneur de Géorgie en 1971. Carter a exercé un mandat présidentiel marqué par des défis complexes à la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Bien que sa présidence a été mouvementée, notamment en raison de crises économiques et de politique étrangère, il a laissé un héritage durable en tant que défenseur des droits humains et de la démocratie. Après son mandat, il s'est consacré à des causes humanitaires, notamment à travers le Carter Center, une organisation qu'il a fondée pour promouvoir la paix. Ce travail lui a valu le prix Nobel de la paix en 2002. Les autorités sud-coréennes continuent d'enquêter sur les causes du crash d'un avion de la compagnie Jeju Air survenu dimanche matin à l'aéroport de Muhan. Plusieurs hypothèses sont évoquées, une défaillance du train d'atterrissage après une première tentative d'atterrissage manquée ou encore une possible collision. Le vol Jeju Air 7C 2216 en provenance de Bangkok a percuté un mur extérieur de l'aéroport. L'avion s'est enflammé, tuant au moins 167 personnes parmi les 181 passagers. 2 membres d'équipage ont survécu, un homme et une femme. L'incendie a pu être maîtrisé 43 minutes après le crash, mais le fuselage de l'avion, complètement détruit, rend l'identification des victimes difficile. Les autorités ont récupéré les 2 boîtes noires. Les enquêteurs se concentrent actuellement sur la question de la défaillance technique pour déterminer les causes exactes de l'incident.